Les ombres s'épaississaient dans le petit village de Saint-Just, enveloppant les maisons de pierre et les ruelles pavées d'une atmosphère pesante. Au crépuscule, une lumière vacillante émanait d'une vieille bâtisse à l'écart, ses fenêtres illuminées comme des yeux curieux scrutant le monde extérieur. Personne ne vivait là. C'était ce que tous affirmaient avec une certitude troublante, leur voix teintée d'un mélange de méfiance et de frisson lorsque le sujet était abordé. Jacques, un homme solitaire en quête d'un nouveau départ, venait d'acheter cette maison pour une bouchée de pain, attiré par son charme rustique et son prix imbattable. Pourtant, à chaque nuit qui passait, il se retrouvait de plus en plus hanté par cette lumière mystérieuse. Pourquoi la maison semblait-elle vibrer d'une vie secrète, alors que les villageois murmuraient des histoires inquiétantes sur l'absence de locataires? L'odeur du bois ancien, mêlée à la fraîcheur nocturne, lui donnait la chair de poule. Mais sa curiosité grandissante était plus forte que ses craintes. Les murs semblaient chuchoter des secrets oubliés. Et alors qu'il fermait les yeux pour dormir, il se demandait si ces lumières étaient un appel ou un avertissement. Les nuits se succédaient, et avec elles, la tension dans l'air devenait palpable, tel un fil tendu prêt à se rompre. Jacques, assis sur la vieille chaise en bois de son salon, écoutait le crépitement du feu qui dansait dans l'âtre, mais son esprit était ailleurs. Chaque soir, alors que l'obscurité enveloppait le village, il ressentait une étrange attraction pour cette lumière qu'il observait silencieusement. Les villageois l'évitèrent de plus en plus, leur regard fuyant trahissant une peur irrationnelle. Certains murmuraient des avertissements. « Ne t'approche pas trop près de cette maison. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » Ces paroles résonnaient dans sa tête comme un écho troublant, et malgré lui, une angoisse sourde s'installait en lui. Pourquoi tant de mystères entouraient-ils cet endroit? Jacques commençait à douter de sa décision d'acheter cette maison isolée. La pluie tambourinait contre les fenêtres, intensifiant son sentiment d'isolement et de vulnérabilité. Alors qu'il regardait la lumière vacillante à travers le verre embué, il se demandait si ce qu'il voyait n'était pas le reflet de sa propre solitude croissante. L'inquiétude montait en lui comme une marée montante. Chaque crépitement du bois semblait maintenant être un présage d'une vérité effrayante qu'il n'avait pas encore osé affronter. Jacques, un homme d'une quarantaine d'années, avait toujours été un étranger dans sa propre vie. Ancien ingénieur, il avait fui la frénésie de Paris à la recherche de paix et de rédemption, après un divorce tumultueux qui l'avait laissé amer et désillusionné. À Saint-Just, il espérait retrouver une certaine sérénité, loin des souvenirs douloureux qui le hantaient. La maison, avec ses murs en pierre couverts de lierre et son jardin sauvage, lui semblait être une toile vierge sur laquelle il pouvait redessiner son existence. Chaque matin, il se réveillait au chant des oiseaux et à l'odeur du pain frais provenant de la boulangerie voisine, mais ses plaisirs simples étaient rapidement éclipsés par l'inquiétude croissante liée à cette mystérieuse lumière nocturne. Jacques se sentait vulnérable dans cet environnement rustique où chaque regard des villageois semblait porter un jugement silencieux. Il s'efforçait de nouer des liens avec ses voisins, mais leur sourire poli ne pouvait masquer le malaise palpable qui entourait sa présence. Les rumeurs, sur son domicile, commençaient à le ronger. Il n'était plus simplement un nouvel arrivant, mais devenait un sujet de conversation chuchoté derrière les portes closes. L'isolement pesant qu'il avait cherché à fuir se transformait lentement en une prison invisible dont il ne savait comment s'échapper.
Les premiers signes d'alerte étaient subtils, mais Jacques avait commencé à les ressentir comme une ombre grandissante sur sa conscience. Au fil des jours, il remarquait des choses étranges, des bruits nocturnes qui semblaient se glisser dans les murs de la maison, un murmure presque imperceptible qui l'appelait dans ses rêves. Les lumières, toujours allumées à la tombée de la nuit, prenaient une teinte inquiétante, comme si elles étaient le témoin silencieux d'un secret trop lourd à porter. Un soir, alors qu'il s'avançait vers la fenêtre pour scruter l'obscurité, il aperçut une silhouette fugace près de l'entrée de la maison, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Son cœur s'emballa. Cette vision fugace résonnait dans son esprit comme un avertissement. Les villageois commençaient à avoir des réactions étranges en sa présence. Un homme évita son regard lorsqu'il le croisa au marché. Une femme murmura quelque chose sous son souffle avant de détourner les yeux en hâte. L'atmosphère autour de lui devenait de plus en plus oppressante, et il ne pouvait ignorer le sentiment grandissant que quelque chose ne tournait pas rond. Chaque coup de vent faisait vibrer les volets avec une intensité déconcertante, et Jacques commençait à se demander si ces signes n'étaient pas des échos d'un passé troublé qui refusait de rester enfoui. La peur et la curiosité dansaient en lui comme deux forces antagonistes, l'entraînant inexorablement vers le centre d'une énigme dont il n'était pas certain qu'il voulait découvrir la vérité. Un soir, alors que Jacques était assis dans son salon, le crépitement du feu luttant contre l'obscurité qui l'entourait, il fut soudain plongé dans un souvenir marquant de son enfance. Il revit la vieille maison de sa grand-mère, perdue au cœur des champs, où il se réfugiait pour échapper à la cruauté des autres enfants. Il se rappelait les histoires qu'elle lui racontait sur les esprits des ancêtres qui veillaient sur leur foyer, leur lumière scintillante symbolisant une protection et une présence bienveillante. Ces souvenirs étaient empreints d'une douce nostalgie, mais aussi d'une mélancolie troublante. Jacques avait toujours cru en ces histoires, pensant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'idée que ceux qui étaient repartis ne disparaissaient jamais vraiment. À présent, alors qu'il contemplait la lumière mystérieuse de sa propre maison, une question assaillait son esprit. Cette lumière était-elle un simple phénomène ou quelque chose de plus sinistre? Le lien entre sa grand-mère et la maison où il vivait maintenant semblait plus fort que jamais. Mais le frisson qui parcourait son échine n'était pas simplement dû à ses souvenirs tendres. La peur s'infiltrait lentement dans son cœur, mêlant réminiscence d'innocence à l'angoisse d'adulte face à l'inconnu. Ce souvenir lui révélait quelque chose d'important. Si la lumière représentait une connexion avec le passé, elle pouvait également être un avertissement sur ce qui se cachait derrière les murs de sa nouvelle demeure. Le village de Saint-Just avait sa part de mystère, mais aucun n'était aussi déroutant que celui qui entourait Émile, le voisin d'à côté. Cet homme, dont l'âge était difficile à cerner, avait toujours été une figure énigmatique, solitaire et taciturne. Il ne sortait que rarement de sa maison en bois décrépit. Les rumeurs sur lui circulaient comme des ombres dans le village. Certains disaient qu'il avait perdu sa famille dans un tragique accident. D'autres prétendaient qu'il avait des liens obscurs avec les événements passés de la région. Jacques se souvenait avoir croisé son regard une fois. Il avait vu une profondeur troublante et une tristesse infinie qui semblait raconter une histoire inachevée. Émile était connu pour son intelligence acérée. Il était souvent consulté par les villageois pour résoudre des problèmes techniques ou pour partager ses connaissances sur l'histoire locale. Pourtant, cette sagesse était teintée d'un mystère inquiétant,
car personne ne savait vraiment d'où venait cet homme, ni pourquoi il s'était retiré du monde. Quand Jacques s'aventurait à lui parler, la conversation s'éclipsait rapidement dans un silence pesant, comme si chaque mot prononcé risquait de déterrer un secret enfoui depuis longtemps. Le comportement d'Émile devenait plus étrange à mesure que la lumière continuait de briller dans la maison isolée de Jacques. Il semblait suivre les événements avec un intérêt particulier, observant sans jamais intervenir. L'angoisse grandissait en Jacques. Fallait-il voir en Émile un allié perdu ou un antagoniste caché derrière un masque de sagesse? La nuit du 15 novembre, une atmosphère électrique enveloppait Saint-Just, comme si le village retenait son souffle avant un orage. Jacques s'était assis sur le porche de sa maison, les yeux rivés sur la lumière qui pulsait à travers les fenêtres, tandis qu'un léger vent faisait bruisser les feuilles des arbres. C'était une nuit où le silence semblait plus lourd que d'habitude, presque oppressant. Soudain, un cri perça l'obscurité, suivi d'un fracas sourd qui résonna dans l'air frais. Jacques se leva immédiatement, son cœur battant la chamade. Il se dirigea vers la source du bruit, avec précaution, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans la nuit silencieuse. En approchant de la maison, il remarqua une silhouette floue se déplacer rapidement à l'arrière, disparaissant dans l'obscurité du jardin sauvage. L'odeur humide de terre retournée et de feuilles mortes emplissait ses narines tandis qu'il franchissait le seuil de sa propriété pour explorer ce qui venait de se passer. En entrant dans sa maison, l'air était chargé d'une tension palpable. Les murs semblaient vibrer au rythme des battements de son cœur. Les lumières clignotaient étrangement, projetant des ombres dansantes sur les murs en pierre. À cet instant précis, il sut que quelque chose d'irréversible s'était produit. Il trouva enfin ce qu'il cherchait, des traces de pas dans la boue fraîche, près de la porte arrière, et un objet abandonné, une vieille montre bracelet en argent, ternie par le temps et à moitié enfouie sous des feuilles mortes. Une vague de froid lui parcourut l'échine, alors qu'il comprenait que cette découverte n'était pas simplement le fruit d'un incident anodin. Au fond de lui, il savait que ces éléments annonçaient le début d'une spirale inexorable vers une vérité troublante que personne ne voulait affronter. Les secrets du village se mettaient en mouvement, et Jacques se tenait au bord d'un abîme dont il ne pouvait deviner la profondeur. Les événements de cette nuit-là prirent une tournure chaotique, s'enchaînant avec une rapidité déconcertante. Jacques, après avoir découvert la montre, se mit à scruter chaque recoin de sa maison, son esprit embrumé par l'adrénaline. À 22 heures, il remarqua que la lumière qui brillait dans la maison voisine avait disparu, et un frisson parcourut son corps. Émile ne s'était pas montré ce jour-là. C'était inhabituel. Ce même soir, Jacques reçut un appel anonyme sur son téléphone portable. Une voix rauque murmura des mots indéchiffrables avant de couper brusquement. Son esprit commença à tisser des liens entre les événements. La montre abandonnée, le cri perçant, l'absence d'Émile. Il décida alors d'appeler la gendarmerie pour signaler ses inquiétudes. À 23 heures, les agents arrivèrent sur place et commencèrent leur enquête. Les policiers examinèrent la montre en argent et prirent des notes tandis que Jacques racontait ce qu'il avait vu et entendu. Cependant, les gendarmes semblaient sceptiques. Ils lui demandèrent de ne pas céder à la panique et lui conseillèrent de garder ses distances avec Émile. Tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence, déclarèrent-ils, sans vraiment prêter attention au poids de ses mots. Le lendemain matin, Jacques se sentit tiraillé entre l'inquiétude et l'espoir
qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Mais alors qu'il partageait son café avec un voisin au marché local, il entendit des rumeurs qui circulaient déjà comme une traînée de poudre parmi les villageois. « Émile a disparu », murmura une femme aux cheveux gris, son visage blême trahissant la gravité de ses paroles. Les regards furtifs échangés autour de lui confirmèrent une vérité troublante. Quelque chose de sinistre se tramait dans ce village endormi, où chaque sourire cachait un secret bien gardé. La disparition d'Émile provoqua un tumulte dans le cœur de Jacques, car il savait désormais que sa propre quête pour comprendre cette lumière nocturne était liée à l'ombre grandissante d'un mystère plus vaste que lui-même. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler lentement, mais chaque nouvelle découverte ne faisait qu'ajouter au poids d'une angoisse croissante qui menaçait de le consumer tout entier. L'enquête sur la disparition d'Émile prit une tournure inattendue dès le lendemain. Les gendarmes, bien que réticents au début, commencèrent à interroger les villageois, chacun apportant sa version des événements. Jacques se retrouva au centre de l'attention, son témoignage pesant lourdement dans la balance. La tension était palpable dans l'air. Chaque regard, échangé entre les habitants, semblait charger la pièce d'une suspicion latente. Les interrogations des enquêteurs révélèrent des détails troublants. Marie, la boulangère, affirma avoir vu Émile errer près de la maison de Jacques quelques jours avant sa disparition, mais elle ne savait pas pourquoi il y était allé. Un autre voisin, Paul, se souvenait d'une dispute bruyante entre Émile et un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant, mais qui ressemblait à un étranger à la recherche de réponses. Chaque témoignage ajoutait une couche à la complexité de l'affaire et renforçait l'idée que tous savaient plus qu'ils ne voulaient tant bien le dire. Jacques ressentait une vague d'angoisse croissante alors qu'il observait l'enquête se dérouler autour de lui. Les policiers fouillèrent les alentours de sa maison et trouvèrent des débris éparpillés près du jardin, des morceaux de bois qui semblaient provenir d'une vieille clôture. Les gendarmes prirent note des détails, sans expliquer leur signification à Jacques, créant un sentiment d'exclusion qui le poussait davantage vers l'angoisse et la paranoïa. Les heures passaient et tout le village était en émoi. L'atmosphère s'alourdissait sous le poids des secrets longtemps enfouis. L'absence d'Émile devenait une ombre omniprésente dans les conversations chuchotées dans les ruelles étroites du village. Jacques commençait à sentir que chaque souvenir partagé sur Émile pouvait être un indice crucial pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. L'isolement dont il avait rêvé s'était transformé en piège. Il savait maintenant que pour percer ce mystère, il devait affronter non seulement ses propres démons, mais également ceux qui hantaient Saint-Just. Le temps pressait, et avec chaque minute qui passait, il réalisait que découvrir la vérité serait sa seule voie vers la liberté, même si cela signifiait dévoiler des secrets qui avaient été soigneusement gardés pendant trop longtemps. La montée en tension autour de la disparition d'Émile attira rapidement l'attention d'experts en criminologie, et l'un d'eux, le docteur Claire Lemoine, une psychologue criminelle renommée, fut sollicité pour analyser la situation. Son arrivée dans le village provoqua un mélange d'espoir et de méfiance parmi les habitants, qui voyaient en elle à la fois une opportunité de justice et une menace à leur secret bien gardé. Elle commença son évaluation par une série d'interviews avec les villageois, cherchant à comprendre le tissu social complexe qui entourait Émile. Le docteur Lemoine mit en lumière certains schémas comportementaux préoccupants au sein de la communauté.
Elle nota que beaucoup de gens semblaient éviter le sujet d'Émile, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose d'obscur. Lorsqu'elle interrogea Jacques, son instinct lui indiqua qu'il était au cœur des événements, sans pourtant être pleinement conscient des implications. Les gens peuvent souvent se sentir coupables, même sans raison, expliqua-t-elle doucement, ses yeux perçants, examinant chaque mot prononcé par Jacques. La pression sociale peut transformer la peur en silence. Son analyse lui permit également de formuler une hypothèse troublante sur Émile. Il pouvait être un personnage clé dans une dynamique plus large que celle de sa simple disparition. Les témoins peuvent faire preuve d'une grande réticence à parler lorsqu'ils sont impliqués dans des secrets communs, ajouta-t-elle en feuilletant ses notes. La psychologie du groupe pouvait jouer un rôle majeur dans la façon dont chacun percevait Émile et sa situation. Le docteur. Le moine observa également la maison de Jacques avec un regard minutieux, notant que l'environnement avait son propre langage. Les lumières brillantes pourraient représenter non seulement l'isolement, mais aussi un appel désespéré à être vu ou entendu. En analysant les indices laissés par cette mystérieuse disparition, elle comprit que cette affaire n'était pas seulement celle d'un homme disparu. Elle révélait les fractures méchamment profondes au sein d'une communauté qui se battait pour garder ses secrets enfouis. Les réflexions du docteur Lemoine sur le comportement humain et les dynamiques sociales ouvrèrent un nouveau champ d'investigation pour Jacques. Il devenait évident qu'il devait non seulement chercher des réponses sur Émile, mais aussi affronter les vérités dérangeantes sur ceux avec qui il partageait ce village apparemment paisible. Alors que l'enquête sur la disparition d'Émile se poursuivait, la tension monta d'un cran lorsque des médias locaux commencèrent à couvrir l'affaire. Les caméras, souvent implacables, filmaient les villageois avec un regard avide, capturant leurs réponses hésitantes et leurs murmures inquiets. Jacques, pris au milieu de cette tempête médiatique, ressentait une pression écrasante. Les journalistes se bousculaient autour de lui, cherchant désespérément un scoop que Saint-Just semblait leur refuser. Lors du premier grand rassemblement communautaire organisé par la gendarmerie pour discuter des avancées de l'enquête, les deux parties prirent la parole. Le représentant des forces de l'ordre et Jacques, qui s'était vu réclamer comme porte-parole involontaire du village. Le policier présenta les faits en termes clairs et nets, insistant sur le besoin de solidarité pour retrouver Émile. Cependant, son discours était teinté d'une certaine nervosité face à l'absence de preuves tangibles. En revanche, Jacques s'exprima sa frustration face à l'indifférence ambiante. « Nous sommes plus que des témoins passifs. Émile est l'un des nôtres », déclara-t-il avec passion en scrutant les visages autour de lui. Les réactions furent partagées. Certains applaudirent son courage tandis que d'autres échangèrent des regards furtifs et sceptiques. La voix des médias amplifia cette division. Les tabloïds titraient sur les secrets du village et la supposée sorcellerie qui aurait pu entourer Émile. Les réseaux sociaux s'enflammèrent également, avec des théories allant de l'extravagant au plausible, certains insinuant qu'Émile avait été impliqué dans quelque chose de bien plus sombre qu'une simple disparition. Le procès-verbal officiel ne révélait rien de concret. Cependant, le docteur Lemoine avertit Jacques des dangers d'une telle attention médiatique. « La vérité peut se perdre dans le bruit », lui dit-elle avec sérieux. Cette déclaration résonna profondément en lui, alors qu'il réalisait que chaque mot prononcé pouvait affecter non seulement sa quête personnelle, mais aussi celle de tout un village. Les tensions montaient
entre ceux qui souhaitaient voir la lumière faire éclater la vérité et ceux qui préféraient préserver leurs secrets intacts. Alors que Jacques naviguait entre ces oppositions croissantes, il comprit qu'il ne pouvait pas simplement être un spectateur dans cette tragédie. Il devait devenir un acteur déterminé à déterrer les vérités enfouies depuis trop longtemps, pour espérer retrouver Émile et restaurer la paix dans son village fracturé. L'enquête sur la disparition d'Émile atteignit un tournant décisif lorsque, quelques semaines après son absence, un groupe de randonneurs découvrit une vieille cabane abandonnée dans les bois, à quelques kilomètres de Saint-Just. À l'intérieur, ils trouvèrent des traces révélatrices, des vêtements usés, des objets personnels qui semblaient appartenir à Émile, et même des notes griffonnées sur des morceaux de papier. La nouvelle de cette découverte fit le tour du village comme une traînée de poudre, et l'espoir d'éclaircir le mystère renaquit. Jacques se précipita vers la cabane avec une horde de curieux, son cœur battant la chamade. Chaque pas à travers les sous-bois semblait peser lourdement sur son esprit, mais il savait qu'il devait affronter ce nouvel indice. Les gendarmes examinèrent les lieux avec minutie, et le docteur, le moine, était également présente pour analyser les implications psychologiques de ces découvertes inattendues. À mesure que les enquêteurs collectaient des preuves, Jacques ressentait un mélange d'euphorie et de peur. Il avait enfin l'impression que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les notes retrouvées dans la cabane révélèrent des pensées sombres d'Émile sur sa solitude et ses luttes internes. « Je suis invisible », lisait-on dans l'une d'elles. « Personne ne sait ce que je ressens. » Cette révélation bouleversa Jacques. Il comprit que derrière le silence d'Émile se cachait une profondeur émotionnelle, insoupçonnée, qui pourrait expliquer sa retraite du monde extérieur. Mais au-delà de cela, une autre note intrigante mentionnait une rencontre prévue avec quelqu'un dont le nom était soigneusement effacé. À l'annonce de ces découvertes, le climat au sein du village changea radicalement. Les visages empreints d'inquiétude se transformèrent en expressions de détermination collective. Les secrets qui avaient longtemps divisé Saint-Just commençaient à émerger sous la lumière crue des révélations. Jacques prit conscience qu'il n'était plus seul dans sa quête. La communauté s'unissait désormais pour découvrir la vérité. Lorsque les gendarmes convoquèrent une nouvelle conférence de presse pour partager ses avancées avec le public, Jacques prit la parole en premier, son ton empreint d'une force renouvelée. « Nous devons affronter nos peurs ensemble », déclara-t-il fermement devant une foule attentive. « Nous avons tous quelque chose à perdre si nous continuons à vivre dans le déni. » Ces mots résonnèrent profondément chez ses concitoyens, alors qu'ils prenaient conscience que leur avenir dépendait non seulement de la recherche d'Émile, mais aussi du démantèlement des secrets qui maintenaient leur communauté dans l'ombre. Finalement, grâce aux efforts conjugués des villageois et des enquêteurs, Émile fut retrouvé sain et sauf, vivant mais brisé par ses propres démons. Son retour marqua un tournant dans la dynamique du village. Les vérités étaient désormais exposées au grand jour, et chacun devait faire face aux conséquences de leur silence passé. Pour Jacques, cette épreuve devint un symbole de résilience et d'espoir. Un rappel que parfois, pour retrouver ceux que nous aimons, nous devons d'abord être prêts à affronter nos propres ombres et celles qui planent au-dessus de notre communauté.